Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 h à Bamako, la même heure à Accra, au Ghana. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le Mali et le Ghana veulent ouvrir de nouveaux chapitres dans leur coopération bilatérale. Le Premier ministre est à Accra pour porter le message du président de la transition à son homologue ghanéen nouvellement investi. Nouvel appui pour intensifier le combat contre la corruption. Le PNUD apporte 100 millions de matériel informatique et d'équipements solaires au Mali. Les échos dans cette édition. Bougouni aura demain son nouveau camp militaire ultramoderne. L'infrastructure sera inaugurée par le ministre en charge de la Défense. Le gouverneur de région a partagé l'information avec les forces vives. Les pays qualifiés pour le CHAN 2025 connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort a eu lieu hier. Au menu également, la leçon du sport qui porte sur les soins apportés à un joueur blessé sur le terrain. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, on vous amène dans l'univers de l'audience collégiale au pôle national économique et financier. La loi sur la collégialité a été prescrite depuis 2011. C'est 14 ans après qu'elle est mise en œuvre. On vous donne des détails en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Depuis hier soir, le Premier ministre est à Accra, au Ghana. Le général Abdoulaye Maïga est porteur des messages du président de la transition à son homologue John Dramani Mahama qui a été investi le 7 janvier dernier. Le chef du gouvernement est accompagné par le ministre en charge des Affaires étrangères et la conseillère diplomatique du président de la transition. Au cours de son séjour, il doit rencontrer la communauté malienne vivant au Ghana pour parler de la situation nationale. Ce déplacement du Premier ministre dans la capitale ghanéenne est suivi par Mamari Kone Aliou Touré que nous retrouvons dans nos prochaines éditions. Du Ghana, rendons-nous en Côte d'Ivoire où la justice confirme en appel les charges et les peines retenues contre deux responsables du mouvement d'opposition Génération de Peuple Solidaire de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et Mamadou Traoré et Kando Soumaoro ont été tous les deux condamnés hier à 2 ans de prison ferme dans 2 dossiers distincts. Le premier a été arrêté le 9 octobre dernier. Dans une publication sur Facebook, il affirmait que du matériel employé lors du défilé militaire de la fête de l'indépendance avait été loué à la force européenne Takuba chassée du Mali. Quant au second, Kando Soumaoro, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public. Au Mozambique, Daniel Chapo a été investi hier comme 5e président de la République. Il prolonge ainsi les règnes du Frélimo, parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Dans son discours d'investiture, le nouveau président a déclaré avoir entendu le message des Mozambicains. Le Mozambique, dit-il, est plus fort que n'importe quel défi, que n'importe quelle crise. Unis, nous sommes capables de surmonter les obstacles et de transformer notre douleur en prospérité, ajoute Daniel Chapo. Mais son élection est toujours contestée par l'opposant Venetia Mortlan qui avait appelé à 3 jours de grève nationale. Au moins 7 personnes sont mortes dans des manifestations, rapporte une ONG locale. En Libye, des vidéos de torture fuitent du centre de détention de Jernada dans l'est de la Libye. La mission d'appui des Nations Unies condamne ces actes et réclame une enquête. Des images circulent sur les réseaux sociaux et dévoilent des tortures et des mauvais traitements infligés à des détenus dans ces centres. La mission onusienne affirme se coordonner avec le commandement général de l'armée nationale libyenne pour permettre à ses spécialistes et à d'autres observateurs indépendants d'accéder sans restriction aux 10 centres pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le président angolais João Lourenço entame ce jeudi une visite d'État de 2 jours à Paris. Son séjour doit permettre de renforcer les liens bilatéraux entre la France et l'Angola et surtout d'aborder les grands sujets régionaux et internationaux selon l'Élysée. Il s'agit notamment du conflit dans l'est de la RDC où l'Angola joue le rôle de médiateur entre Kigali et Kinshasa. Le président Lourenço effectue cette visite d'État en France au moment où son pays s'apprête à assumer la présidence de l'Union africaine au mois de février. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, lui, est arrivé hier à Moscou pour une visite officielle de 3 jours. Selon le Kremlin, il doit rencontrer ce jeudi son homologue Vladimir Poutine. Les deux dirigeants doivent discuter de l'état et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, commercial, économique et humanitaire. Au Proche-Orient, c'est une lueur d'espoir. Israël et le Hamas concluent un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est ce qu'ont annoncé hier les partis et les négociateurs. Les médiateurs ont précisé les contours de l'accord en 3 phases.
La première devrait entrer en vigueur dimanche prochain et durer 42 jours. Dans cette phase, Hamas doit libérer 33 otages israéliens, dont des femmes, des enfants, en échange de plusieurs prisonniers détenus dans les prisons israéliennes selon les responsables qataris. Au cours de la trêve, les forces israéliennes seront positionnées le long de la frontière de Gaza, ce qui permettra l'échange des prisonniers, des corps et le retour des personnes déplacées dans leur domicile. Les deux autres phases seront consacrées à la fin définitive de la guerre et à la reconstruction des territoires détruits. Et l'Union européenne annonce l'octroi d'une aide humanitaire de 120 millions d'euros en faveur de la bande de Gaza. Cette aide est destinée à faire face à la situation humanitaire dans cette localité, selon une porte-parole de la Commission européenne. C'était ce matin lors du point de presse quotidien à Bruxelles. Retour ici à Bamako pour parler d'un nouvel appui pour intensifier la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le PNUD remet au ministère en charge de la justice des matériels informatiques et des équipements solaires. Ils sont destinés à deux structures du département de tutelle pour une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Le témoignage de Mamadou Fani. Une gouvernance transparente de la justice nécessite des moyens à la hauteur des ambitions. C'est dans cette optique que les partenaires du Mali appuient l'État pour une bonne gouvernance, notamment dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. La remise par le PNUD du matériel informatique et des kits solaires au pôle national économique et financier et à l'agence de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués s'inscrit dans ces cadres. Malé Diop, représentant résident du PNUD. C'est une initiative qui vient en accompagnement au plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il fournit à la fois ce projet un appui aux institutions et aux acteurs sociaux afin d'améliorer leur résilience face à la corruption et à l'enrichissement illicite. Les équipements remis permettront de renforcer les capacités de deux institutions principales qui ont une position stratégique dans l'appareil du gouvernement du Mali dans la lutte contre la corruption. Cette donation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite marque l'engagement des partenaires à soutenir les efforts du gouvernement dans son combat de tous les jours. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Cet appui du PNUD, l'installation et l'équipement de la salle d'audience du pôle national économique et financier, l'acquisition de 1000 boîtes d'archivage au profit du pôle national économique et financier, l'installation du système d'énergie solaire à l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Ces initiatives s'inscrivent parfaitement dans les priorités gouvernementales pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. La présente remise fait suite à de nombreuses actions des partenaires en faveur de la justice malienne. Elle permettra de renforcer les capacités opérationnelles des structures bénéficiaires. Oui, renforcer les capacités des structures bénéficiaires afin de préserver les ressources de l'État et de promouvoir les secteurs de développement tels que l'agriculture. À ce domaine, le projet Partenariat pour le transfert des techniques de semences en Afrique apporte son appui. Un projet cofinancé par l'USAID et la Fondation Saint-Jean, avec comme objectif améliorer les revenus des petits producteurs agricoles à travers la distribution des semences de bonne qualité. Ce projet dont la deuxième phase s'est achevée à enregistrer des acquis. Découvrons quelques-uns dans ce compte rendu signé Inaba. Après 7 années d'activité dans notre pays, le projet PASTA, Partenariat pour le transfert de technologies de semences en Afrique, prend fin. L'exercice de ce mardi a pour but de disséminer les résultats des deux phases du projet. Il est mis en œuvre par l'ONG ACAD Mali, Action collective pour une agriculture durable, et cofinancé par l'USAID et la Fondation Syngenta. Samuel Guindo, directeur de l'ONG ACAD Mali. Le projet a pour objectif en fait d'améliorer le revenu des petits producteurs agricoles à travers en fait la promotion et la distribution des semences de bonne qualité développées par les chercheurs, créant en fait ces liens entre les chercheurs et les compagnies sémencières. Dans le domaine de l'agriculture, les semences jouent un rôle très important. Selon les spécialistes, le rendement avoisine 30 à 40% du taux d'augmentation. Le PASTA, en 7 ans d'existence, plusieurs variétés de semences ont été obtenues sur le plan national et international. Ces variétés sont produites par la coopérative d'agriculteurs dans notre pays. Grâce aux efforts des parties prenantes, le projet a enregistré des résultats tangibles. Dr Urbain Dambélé, représentant de l'IR. Entre autres, plus de 380 variétés et lignées testées dans différentes zones agroécologiques, 37 variétés de sorgho, niébé, maïs, arachide
ont été inscrites au catalogue national et régional. 65 000 hectares emblavés par les nouvelles variétés. Le projet PASTA a couvert 7 pays de l'Afrique pour sa première phase et 3 pays pour la deuxième phase, dont le Sénégal, le Mali et le Kenya. Elles ont besoin également de bonnes semences pour augmenter leur rendement. Les femmes de Kabara dans la région de Tombouctou exploitent un périmètre maraîcher non pas sans difficulté, dû essentiellement aux aléas climatiques. Elles ont reçu la visite du ministre de tutelle venu s'enquérir de la situation. Mme Diara Djeneba Sanoko a également rencontré les forces vives de la région. Voyons tout cela avec Najim Baba Sissé qui nous appelle de la cité mystérieuse. Au cours de son séjour dans la cité des 333 saints, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rendu visite aux femmes maraîchères de Kabara qui exploitent un périmètre maraîcher de 2 hectares qui font face à d'énormes contraintes liées aux aléas climatiques. Zainabou Agouzès, porte-parole des femmes maraîchères de Kabara. Elle est venue s'acquérir de nos difficultés, comment nous vivons ici. Et c'est dans ce cadre qu'on a échangé sur les aléas climatiques. Et vous voyez que Tombouctou, ici, il y a eu l'inondation, les femmes ont tout perdu presque. Seuls quelques jardins ont été sauvés, là où nous sommes tout de suite. Nous voulons, nous, femmes rurales, qui évoluent dans le monde de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de tout faire pour permettre à la population de Tombouctou de vivre, de manger ce dont ils ont besoin sans aller consommer ailleurs. Diara Djeneba Sanogo a aussi rencontré les forces vives de la région de Tombouctou qui ont salué sa présence à Tombouctou avant d'évoquer leur engagement à soutenir les idéaux de la transition tout en soulevant des préoccupations. Isiaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Il y a eu un programme très riche qui nous a permis d'échanger, de parler de toutes les préoccupations des populations. Madame a pris bonne note. C'est vraiment un grand soulagement. C'est avec une oreille attentive que le ministre Sanogo a enregistré l'ensemble des réactions avec assurance. Diara Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour ma part, en tant que ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, j'invite tout le département, les acteurs et l'ensemble de nos cibles à œuvrer dans le sens de la bonne marche du processus de refondation, conformément à la vision de nos plus hautes autorités. Cette visite du ministre à Tombouctou se tient dans le cadre des festivités de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée le 14 janvier. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly, Mauloud Tandina pour l'ORTM. De la cité des 333, 5 cap sur la capitale du Bani Mounoutié, où le nouveau camp militaire moderne sera inauguré demain vendredi par le ministre en charge de la Défense. Le gouverneur de région a partagé l'information avec les forces vives de Bougouni au cours d'une rencontre. La nouvelle infrastructure doit permettre de renforcer la sécurité des personnes et leurs biens. D'autres précisions avec Abdul Karim Konaté, notre correspondant sur place. Le premier point de cette rencontre du gouverneur avec les forces vives de la région de Bougouni a porté sur les préparatifs de l'inauguration du camp militaire de Bougouni. Il s'agit là de mettre les moyens en œuvre en termes de la mobilisation de la population pour réserver un accueil chaleureux et historique au ministre de la Défense, général de brigade Ousmane Ouélé, gouverneur de la région de Bougouni. C'est un vœu de la région de Bougouni que son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, a voulu honorer en réalisant ce camp militaire. Ce camp militaire, je suis convaincu, va rassurer l'ensemble de la population de Bougouni en termes de renforcement sécuritaire. Deuxième point, présentation des vœux, une tradition respectée par les forces vives de la région. Occasion pour elles de féliciter et remercier le gouverneur pour la réussite de tous les événements de grande portée dans la région en 2024, mais aussi les efforts consentis dans le cadre du développement de la région de Bougouni. En réponse, le chef de l'exécutif dit avoir noté toutes les préoccupations. C'est important, entre autres, à l'insécurité persistante dans certaines localités de la région, les difficultés liées à l'opérationnalisation des nouveaux cercles de la région, l'insuffisance des aménagements agricoles, l'insuffisance du personnel pour le bon fonctionnement des services, l'absence ou l'insuffisance des ressources financières, l'absence ou la vétusté des infrastructures. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Les pays qualifiés pour le CHAN 2025 connaissent désormais les adversaires du groupe. Le tirage au sort a eu lieu hier. La compétition aura lieu en août prochain et est réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux. Ici au Mali, on parle de la 8e journée du championnat national de Ligue 1. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Isaac Tchenou. La 8e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle se poursuit cet après-midi. L'US Bougouni accueillera Étoile du Mandé à partir de 16h. À 18h, l'AS Bakardian sera l'hôte de Afrique Football Elite.
Les deux rencontres se joueront au stade Mamadou Konaté. Les matchs 11 créateurs Djoliba, US Bougouba, Samuel Bako se joueront à une date ultérieure. Hier en ouverture, FC Diarra a été battu par l'ISFAS 2-0. L'AS Police a dominé l'ASCO par 1-0. L'AS a eu raison de Big FC battu 2-1. Les nations qualifiées pour le CHAN 2025 connaissent désormais leur adversaire de groupe. Le tirage a été effectué au cœur d'une soirée qui a réuni les acteurs du football continental. Le dit tirage a livré le verdict suivant. Groupe A, composé du Kenya, du Maroc, de l'Angola, de la RD Congo et de la Zambie. Le groupe B renferme la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Dans le groupe C, il y a l'Ouganda, le Niger, la Guinée et deux autres nations qui restent encore à déterminer. Enfin, dans le groupe D, il y a le Sénégal, tenant du titre, le Congo, le Soudan, le Nigeria. Il faut noter que la compétition a été repoussée au mois d'août en raison du retard accusé dans la réalisation des infrastructures sportives. Précisons que le championnat d'Afrique des Nations de football a une nouvelle identité. Une identité dévoilée hier par la CAF qui estime que cette nouvelle identité est non seulement moderne et met aussi en lumière les lignes profondes avec le football et la culture. Le nouveau trophée de la compétition célèbre la diversité et l'unité du continent avec 54 lignes autour d'une carte de l'Afrique. Chaque ligne représente une nation africaine. Et puis, championnat du monde de handball, 3 représentants africains joueront cet après-midi. L'Algérie affrontera l'Italie et le Cap-Vert aura affaire à l'Islande. La Tunisie défiera le Danemark. C'est bien au compte de la deuxième journée. Hier, l'Égypte a battu l'Argentine par 39-25. Et nous restons avec Isaac Tchenou pour parler de la leçon du sport. Elle porte ce jeudi sous les soins apportés à un joueur blessé sur le terrain. Dans quelles conditions le corps médical peut-il intervenir? Suivant la réponse. Dans un match de football, l'arbitre veille au bon déroulement d'une rencontre dans le respect strict des règles de l'art. De ce fait, il a obligation de s'assurer de l'intégrité physique des joueurs. Que doit faire l'arbitre en cas de blessure d'un footballeur sur le terrain? Ibrahim Aboukine Haïdara, instructeur national des arbitres, explique. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre si le joueur n'est que légèrement blessé. Arrête le jeu si un joueur est sérieusement blessé et s'assure que le joueur est transporté hors du terrain. Un joueur blessé ne peut être soigné sur le terrain et ne peut y retourner qu'une fois que le jeu a repris. Au cas où le joueur est sérieusement touché, l'arbitre arrête le jeu et autorise l'équipe médicale à porter assistance aux blessés. L'arbitre doit autoriser l'équipe médicale à apporter des soins à un joueur blessé sur le terrain si un gardien de but est blessé. Un gardien de but et un joueur de champ sont entrés en collision et nécessitent des soins. Des joueurs de la même équipe sont entrés en collision et nécessitent des soins. Une grave blessure est constatée. Un joueur est blessé à la suite d'une faute avec contact pour laquelle l'adversaire est averti ou exclu. Un penalty a été accordé et les joueurs blessés et les tireurs attitrés. Dans quelles conditions un joueur blessé peut reprendre le jeu? Ibrahim Aboukine Haïdara précise. Si le ballon est en jeu, le joueur doit retourner sur le terrain depuis la ligne de touche. Si le ballon est hors du jeu, il peut retourner sur le terrain depuis n'importe quelle limite du terrain. Un médecin sur le banc peut écoper d'un carton rouge, mais peut rester sur le banc dans certaines conditions. Un arbitre a autorité pour infliger un carton jaune ou rouge à l'encontre des officiels d'équipe qui n'ont pas un comportement responsable. Cependant, si l'arbitre montre un carton rouge à un médecin, ce dernier peut rester si l'équipe ne dispose d'aucune autre personne du corps médical et c'est afin de continuer à garantir une assistance médicale aux joueurs qui en auraient besoin. L'arbitre joue un rôle essentiel pour garantir l'intégrité et la validité d'une rencontre sportive. Chronique judiciaire. On vous amène ce jeudi dans l'univers de l'audience collégiale au pôle national économique et financier. À l'INEMIR, une affaire relative aux faux et usage de faux. Les prévenus écopent de 2 ans de prison avec sursis conformément à l'article 103 du Code pénal. Le reste nous est raconté dans la chronique judiciaire de ce jeudi signée Garibou Pirouf. En mode collégial se tient la toute première audience au pôle national économique et financier. Le collège est constitué de 3 juges spécialisés en matière économique et financière. La nature de l'affaire est relative au faux usage des faux délictuels. Pour le prévenu, le ministère public a requis le sursis. Au bout de quelques heures de débat, le verdict tombe et c'est conformément à l'article 103 du Code pénal. Malado Gouroubokoum, présidente de la Chambre correctionnelle spécialisée au pôle national économique et financier. Nous avons prononcé une peine de 2 années d'emprisonnement conformément aux dispositions de l'article 103 du Code pénal qui a institué et fixé les barèmes de la peine en matière de faux correctionnels
Donc nous sommes allés à 2 années. Cependant, nous avons sursis à l'exécution de cette peine. Ce qui veut dire que le prévenu, certes, va rentrer à la maison pour cette fois-ci, mais il aura l'épée de Damoclès sur sa tête parce qu'au bout de 5 années, comme prévu par la loi, s'il commet des agissements de faux ou d'usage de faux, il exécutera les peines de 2 années que nous avons prononcées aujourd'hui avant de purger la seconde peine pour les faits pour lesquels il sera pris. Arrêté puis condamné compte tenu de la complexité de l'affaire, le tribunal s'est montré clément. Ayant donc eu gain de cause, Maître Alassane Diop renonce à exercer toute voie de recours. Compte tenu vraiment du jeune âge de mon client, compte tenu aussi du fait que c'est un délinquant primaire qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice de son pays, je peux dire encore une fois, la justice est au rendez-vous. Dans un système judiciaire collégial, les décisions ne sont pas prises par un seul juge, mais par un groupe de magistrats. Malado Gourou-Boukoum, présidente de la Chambre correctionnelle spécialisée au pôle national économique et financier. Ce qui est intéressant dans la collégialité, même le président de la juridiction peut être mis en minorité par ses juges au siège lorsque sa décision n'est pas conforme aux dispositions de la loi. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La collégialité a été prescrite par la loi sur l'organisation judiciaire depuis 2011, mais malheureusement on n'avait pas jusqu'ici pu la mettre en œuvre. Aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir mettre en œuvre cette collégialité au niveau du pôle national économique et financier. La collégialité, c'est, comme on le dit habituellement chez nous, une seule personne peut avoir une seule pensée. Quand il y a plusieurs personnes, il peut y avoir plusieurs pensées, il peut y avoir des débats et ça peut alimenter et améliorer la qualité des débats. Le dossier était un très bon dossier et les débats ont été vraiment d'un très bon niveau. En rupture avec l'ancienne pratique, désormais une affaire sera jugée par plusieurs magistrats. Ainsi va l'actualité au Mali et dans le monde en ce jeudi 16 janvier 2025. Cette deuxième édition du journal vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en onde, Absi Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré. Et au micro, Brahma Traoré. Merci à Ousmane Dao qui m'a aidé à la préparer. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.